Bienvenue dans cette nouvelle édition de Retour aux sources africaines sur Kemet Télévision, en collaboration avec le Centre culturel Bombabok. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un sujet essentiel, l'Ibi, le mariage, à travers la richesse des traditions de Kama, avec un éclairage particulier sur la culture Bassa. Le mariage au Libi en langue Bassa n'est pas simplement une union entre un homme et une femme, mais un acte profond, sacré et protecteur. Dans la culture Bassa, il incarne un moyen de mettre à l'abri ce qui a été acquis dans la difficulté, dans la douleur. Il s'agit d'une relation sacrée où l'on s'engage à protéger, à honorer et à prendre soin de l'autre. Mais cette vision n'est pas propre à la culture Bassa, elle résonne dans tout Kama, où le mariage est perçu comme une union qui symbolise l'équilibre, la complémentarité et l'harmonie. Pour nous éclairer sur cette thématique, j'ai une fois de plus le privilège ce matin d'accueillir Ngo Ici, artiste, écrivaine et auteur de l'ouvrage Au son des pas du chat, vous le savez déjà, ainsi que Maître Nouga l'Ancien, gardien des mystères. Ensemble, ils nous feront découvrir l'importance du mariage dans nos sociétés traditionnelles, non seulement comme une institution sociale, mais comme un rituel sacré qui forge l'être intérieur. Nos invités nous rappellent que le mariage, bien que désiré, n'est jamais une chose aisée. Dans nos sociétés, il y a des épreuves, des rites et des peines qui permettent à l'homme et à la femme de se préparer à leur rôle respectif. Le mariage devient alors un acte de transformation, d'élévation spirituelle, un processus qui change la manière de vivre et d'interagir avec le monde. Dans l'univers de Kama, tout, des êtres aux éléments, reflète cette dynamique de complémentarité. Tout dans l'univers se trouve dans une forme d'union sacrée. La pièce de monnaie, avec son côté face et son côté pile, ou encore le courant électrique, avec sa phase et son neutre. C'est cette union des opposés qui fonde l'équilibre et la complétude. Enfin, l'Ibi, ou le mariage, selon la sagesse de nos ancêtres, nous enseigne que le célibat, loin d'être une condition enviable, reflète une forme d'incomplétude, tant sur le plan spirituel que social. Dans notre culture, le mariage est un symbole d'accomplissement personnel et collectif, un acte qui mène à la plénitude. Restez avec nous, madame, messieurs, chers téléspectateurs, pour une émission riche en enseignements où nous explorerons le mariage dans la tradition de Kama, une union sacrée, source d'épanouissement et de transformation intérieure. Bienvenue une fois de plus sur les antennes de Kemet Télévision. J'accueille mes deux invités, comme les coutumes, dans cette émission de Retour aux sources africaines. Le Maître Nouga l'Ancien, Otep, et bienvenue. Otep à tout le monde, je suis de nouveau heureux d'être là avec le Centre culturel et l'espoir que nous serons accompagnés bientôt par nos téléspectateurs d'ici et d'ailleurs pour promouvoir toute l'anthropologie africaine dans la vision africaine et dans les formes africaines. Otep tout le monde, Otep Angorsi, Otep mon cher, Otep, triple Otep. Bienvenue à toi, Ngo Ici. Mais je rappelle que tu es artiste et musicienne, je n'oublie jamais cette casquette-là. Et tu es auteur également. Merci. De ce magnifique ouvrage. Otep et bienvenue. Merci beaucoup, Otep à tous. Comment ça va? Ça va très bien. Le voyage se prépare, je pense. Voilà. Le voyage dans le Libye. Bien entendu, dans le mariage. Le mariage. D'accord. Et dans nos prochaines émissions, ce sera l'occasion pour nous, lorsqu'on va aborder les thématiques sur l'art de façon plurielle, on va aborder la casquette de Ngo Ici, qui est artiste. D'ailleurs, ces chansons passent déjà sur les antennes de Kemet Télévision et ce sont des chansons thématiques. Et c'est très important de le souligner.
Oui, je profite pour dire que je suis manager spécial de cet artiste et que nous préparons actuellement un spectacle. J'espère que ce spectacle sera approprié par Kemet Télévision. Effectivement. C'est un spectacle anthropologique dans la vision africaine, négro-africaine, que vous ne verrez nulle part ailleurs que sur Kemet Télévision. Et j'attends évidemment des sponsors. Je pense que vous pourrez participer à ça, ce sera très intéressant. Et d'accord. Et dans le cadre de Kemet et Reconnexion, la soirée culturelle qui sera conjointement organisée par Kemet Télévision et le Centre culturel Mbok-Babok, à cette occasion justement, Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que ce spectacle, c'est d'abord pour Kemet Reconnexion. C'est vrai, c'est d'abord pour Kemet Reconnexion, mais au-delà, après, nous allons... il ne sera pas fait avant Kemet. Bien entendu. Pas avant, mais... Oui, bien entendu. Mais après, il sera plus libre. Peut-être même qu'on fera faire un enregistrement pour le grand public. Voilà. À bientôt quand même avec notre artiste. Venez vous reconnecter, hein, cette deuxième édition sera riche en surprises, madame, messieurs, chers téléspectateurs. Libye, le mariage, telle est la thématique. J'espère que je prononce bien. Libye, cette fois-ci, oui. Voilà, Libye. Libye. Bien prononcé. Voilà, le mariage est la thématique que nous allons aborder ce matin. Une thématique essentielle, une thématique d'une importance capitale parce que chaque être est emmené à se marier. Et le mariage n'est pas simplement comme on le dit, mais ça comporte un certain nombre de choses et que nous allons voir justement au cours de cette autre édition. Alors, dans la culture bassa, le mariage est perçu comme un acte de protection. Que signifie cette protection dans le cadre du mariage? Oui, merci. Je vais un peu élargir. D'accord. Parce que les Bassa, si ils ont la culture, mais cette culture, elle est universelle dans presque l'Afrique et dans le monde entier. Parce que chacun est censé se marier. Si on ne se marie pas à une femme, on se marie à soi-même. On se marie. La vie en elle-même, c'est le mariage. Le mariage entre le bien et le mal. On ne peut pas rester seulement avec un célibataire bien et son conjoint le mal ira où? Donc c'est dans cette vision de choses que je me situe le plus souvent. Donc voilà pourquoi je reviens à dire que dans la culture négro-africaine, la base de toute chose, c'est le mariage. Le mariage, si on vient sur le plan physique, déclenche une autre étape de vie d'un être humain, que ce soit un homme, que ce soit une femme, que ce soit une femme. C'est le début de la vie active. Parce que quand on est adolescent, on est ignorant de tout ce qui se passe autour de nous. Mais, une fois pubères, nous sommes appelés à nous marier. Et j'aime bien le parallèle que tu as pris dans cette thématique dans le livre, c'est-à-dire pour qu'on ait de la lumière comme on l'a ici en studio, il faut le mariage entre la phase et le neutre. Quand vous prenez une pièce de monnaie, il y a la face pile et la face et face. Donc on ne peut pas avoir deux faces, sinon c'est une fausse pièce. On ne peut pas avoir deux piles, c'est que c'est une fausse. Donc ce parallèle-là est très intéressant. Ça permet, n'est-ce pas, une compréhension facile. Oui, j'ajoute aussi pour dire que c'est le mariage, c'est la responsabilité d'abord. Parce que quand on n'est pas marié, quelle que soit sa situation, on reste un éternel bébé parce que il faut un côté qui soit soutenu par l'autre. Quelle que soit la grandeur, quelle que soit l'intelligence, quelle que soit l'opulence. Si nous ne sommes pas mariés, je ne suis pas encore en train de spécifier, si nous ne sommes pas mariés, nous sommes des éternels bébés. Insuffisant. Ah bon? D'accord. Maître Nouga, oui. Nous allons partir de la culture bassa pour s'ouvrir
et étendre justement ce concept à tout le continent, pourquoi pas à tout le monde entier. C'est pourquoi dans mes propos introductifs, j'ai bien fait de préciser que partant de la culture Bassa, non seulement parlant du mariage, mais étendre ça justement. Alors, la première question, la même que j'ai posée à la sœur Ngo ici, le mariage, déjà d'abord dans la culture Bassa, est perçu comme un acte de protection. Maintenant, que signifie donc cette protection-là dans le cadre du mariage, justement? Peut-être qu'il faut préciser, j'aime revenir sur la langue. Le mariage dans cette langue, c'est libi, c'est-à-dire l'action de déposer, mais pas déposer à la légère, déposer soigneusement, à l'abri des regards, à l'abri comment dire ça, des voleurs, par exemple. C'est l'action de garder. Donc, à partir de là, on comprend la nature de cette institution, qui est une institution de protectrice. Et évidemment, vous avez bien fait tu as bien fait de relever que c'est une vision africaine, pour dire le moins, parce que nous avons une vision qui est actuelle, qui fait du mariage un contrat social. La vision africaine n'est pas nécessairement, oui, sans doute il y a une dimension contractuelle, mais elle n'est pas dominante. La dimension dominante du mariage, c'est la protection mutuelle, c'est la reproduction du lignage et la protection du lignage. Donc, c'est une protection qui participe à la transformation non seulement de l'être, la femme et l'homme, ils se transforment, ils quittent d'un statut à un autre, mais ils deviennent également auteurs d'une nouvelle famille. Ils étaient d'abord des enfants, et maintenant ils vont devenir des parents. Donc la transformation qu'elle a évoquée, elle est évidente que le mariage est une transformation. Mais dans cette transformation, évidemment, il faut que l'ensemble de la société, j'ai même envie de l'ensemble de la nature, la protège. C'est ça la protection dont on parle. Et l'institution s'accompagnera de bout en bout de cette protection. De bout en bout de cette protection. Comment protéger la santé des mariés, la santé spécifique de la mariée à un moment spécifique, par exemple au moment de l'enceintement, on dit ça, de l'accouchement, au moment de ses relations avec son époux, la protection de l'époux au moment de la relation avec sa femme, au moment de la relation avec sa nouvelle famille, parce que justement il a une belle famille désormais. Il faut que soit protégé, que la nouvelle famille ne vienne pas, par exemple, le dominer, à la question de la domination. De la même manière, il faut protéger l'épouse par rapport à sa nouvelle famille. Elle doit avoir une protection telle que son mari ne peut pas en user ni pour la dominer de manière excessive, etc. Donc, il y a protection dans le mariage dans tous les sens. Dans tous les sens. Et c'est une institution qui s'entoure en réalité de la notion de protection. Pour faire un parallèle, comme j'aime bien les parallèles, quand tu as l'or, connaissant la valeur de l'or, quand tu rentres à la maison, tu le déposes soigneusement, tu le protèges soigneusement, voilà. Et tu le gardes également soigneusement parce que tu connais la valeur justement de cet or-là. Il faut dire, on n'a pas l'impression que la différence entre cette vision des choses et notre vision ancestrale apparaît. Pourtant, si. Dans le contrat et dans la vision qui nous contraint encore aujourd'hui, il y a une appréhension différente de la femme. Il y a une appréhension qui n'a pas
la dimension de protection. Étant entendu que c'est un contrat, il y a évidemment les fautes ou bien la fin du contrat. Or, dans notre vision, il n'y a pas de perspective de fin. Très bien. À l'idée du mariage. Très bien. Le mariage ne finit pas. C'est pourquoi le terme même divorce n'existe pas en nos langues. Ah, voilà, il n'existe pas. Je ne sais pas, mais même s'il existe, parce que certaines personnes peuvent l'avoir, il ne signifie pas la séparation. D'accord. Il s'agit d'une nouvelle organisation du mariage. C'est-à-dire, les divorcés continuent à avoir des statuts qui sont attachés à la protection par le mariage. D'accord. Donc, éventuellement, parce qu'on peut envisager qu'un couple n'arrive pas à continuer une vie harmonieuse en commun. Et s'ils se séparent, ils seront toujours protégés par le principe même du mariage. Par exemple, la femme qui rentre dans sa famille, on doit la protéger. C'est pas comme aujourd'hui où quand une femme rentre dans sa famille, on lui dit hey, tu t'étais marié, rentre à ton mariage. Non, il y a toujours une modalité de protection. Le mari qui n'a plus de femme, il a des enfants, il a tout, il y a une modalité de protection. Donc vraiment le mariage avec l'Afrique est entouré de deux idées principales et fortes, l'idée de complémentarité et l'idée de protection. Go, ici, le mariage pour toi, je te vois sourire, c'est... Le mariage est-il pour toi une transformation spirituelle ou simplement une union sociale? Parce que dans l'imagerie populaire, on sait qu'on grandit, on se marie, on fait des enfants et puis on s'en va. Donc je convoque là la dimension spirituelle pour toi. Si j'ai souri tout à l'heure, parce que tous ceux qui me connaissent savent que je n'ai pas la langue dans ma poche. Je reviens un peu sur ce que Maître disait tout à l'heure. J'ai évité. Je voulais éviter, mais bon, puisqu'il a évoqué, allons-y. Je dis ce mariage-là, chez les Bantous, c'est pas seulement chez les Bassa, chez tous les Bantous, il y a une erreur grave qui se... Parce qu'il faudrait qu'on essaye de commencer à apporter un petit soulagement, un petit traitement. Parce que nous sommes tous dans des erreurs. Même nos ancêtres qui avaient fait ces lois-là, à un moment donné, eux aussi, ce sont des humains. Et ils auraient pu se tromper à un moment donné. Alors, je reviens sur ce qu'il disait, que le mariage, c'est la complémentarité. Mais je pense que ça, c'est des mots. C'est les mots qui sortent. Vous allez m'excuser, hein, laissez-moi me concentrer parce que c'est le moment, maître. Laisse un peu, c'est le moment de dire à nous tous. Concentre-toi, maman. Que il faudrait pas qu'on se voile les yeux. Si le mariage était fait de telle manière et que cette manière-là était respectée, c'est que l'Afrique n'a pas de problème. Mais le complexe de supériorité a détruit le mariage qui devrait être, entre guillemets, la plénitude des deux êtres adultes qui se sont unis. Mais de supériorité de qui? J'en viens. D'accord. Supériorité, puisqu'on nous a dit la femme est un sous-homme. C'est-à-dire, on a enlevé la côte de l'homme pour faire sur la côte et la femme a apparu. Ce paradigme a tué toute une base. Parce qu'aujourd'hui, la femme qui a l'esprit éveillé, parce qu'il faudrait qu'on perce l'abcès. Parce que la femme a le sixième sens. Son corps causal fonctionne dès sa naissance. C'est-à-dire, si la femme te dit ne fais pas cela, ne dis pas tu n'es qu'une femme. Ah, la femme ne parle pas là où il y a les hommes. Vous voyez le mal que ça fait.
ça frustre cet être qui vient communiquer à la femme, dans ta maison, il y a telle ou telle situation, dis à ton époux, l'époux lui dit, tu n'as rien à me dire. Et conséquence, c'est l'échec. C'est l'échec. Pourquoi? Parce que la femme est inférieure. Moi, je pose toujours la question de savoir, ceux qui ont fait la biologie, l'homme que vous êtes là, vous êtes 2 hommes là, vous avez combien de côtes? 33. J'ai 33 côtes. Il s'agit de quelle côte qu'on a ôté vous pour souffler la femme. Donc, c'est une parenthèse très importante. Or que la femme a une force spirituelle. L'homme a une force physique. Les deux, voilà cette complémentarité. Je ne parle pas des autres corps. Je parle là du corps humain et le corps spirituel. L'homme est fort physiquement. C'est le corps humain. Or, la femme est très puissante spirituellement. Toujours les deux pièces. Les deux pièces. Donc, cette complémentarité. Deux faces d'une même pièce. Oui, oui. Donc, le complexe de supériorité de l'homme avec petit h a fait que même si la femme a des inspirations, des visions, elle est incapable d'en parler. Dans des foyers. C'est ce qui se passe partout chez les Noirs. Je n'ai pas encore fait l'expérience avec les gens de... Les locodèmes. Voilà. Mais je parle de ce que je sais, de là où je suis né et tout ce que je peux maîtriser. Or, ce qui se passe, il y a le plus souvent l'erreur que les hommes avec petit h font. Sors de ma maison. Ça, c'est très grave. Sors de ma maison. Le jour du rituel du mariage, vous ne savez pas ce qui s'est passé. On était en train de danser, manger, bien sûr. Mais il y a un esprit qui est venu prendre un peu là, prendre un peu ici. Les associer et former un égrégore dans ce foyer-là. Maintenant, quand le mari, puisque c'est lui le puissant, quand il dit à la femme, sors de chez moi, ce n'est pas le physique qu'on chasse du foyer. On chasse cet être-là, cet égrégore qu'on a fabriqué pour contenir les secrets, l'évolution, les réflexions, la sagesse de ces deux êtres qui sont appelés à fonder une autre famille qui n'existait pas. C'est à peu près comme les artistes. Tu crées quelque chose qui n'a jamais existé sur Terre. Donc, il fallait conserver ce noyau du mariage. Mais, quand on dit à la femme, Pam mendab, ça veut dire que tu es venu rester, tu es chez moi. Tu es chez moi, tu parles fort. Est-ce que je suis chez toi, monsieur? Mon physique, bien sûr, c'est là. Mais l'histoire que tu chasses l'inspiration du foyer. Et dès que ce corps qu'on parle là de la femme est très fragile, très sensible. Quand tu mets ta femme dehors, elle prend ses habits, ses clics et claques, elle s'en va. Même si elle revient, cet esprit ne sera plus jamais là. Exactement. Jamais. Il y aura un esprit malin ou bien un esprit baladeur comme ça, qui viendra, qui fera semblant d'être celui que les parents avaient conçu. Parce que c'est les parents, mes parents, les parents de mon mari, qui fabriquent ça à travers le mariage traditionnel. Voilà pourquoi c'est très très important. Et c'est ces mêmes gens qui font la tradition, qui font des mêmes erreurs. Vous allez me pardonner. Quand l'homme dit à la femme, sors, tu as chassé la femme. Tu as chassé l'inspiration. Tu as chassé tout. Elle va revenir, mais il n'y aura plus rien dans son corps. Ou alors elle va travailler pour elle-même. Cet esprit que tu chasses de chez toi ira retrouver le cordon ombilical de la femme. Ça veut dire que cet esprit va aller inspirer la famille, sa famille maternelle, où est-ce qu'elle est née. Cet esprit ne viendra plus jamais chez toi. Sauf si tu connais, tu appelles quelqu'un là-bas pour rétablir ce lien-là. Mais si on le fait comme ça,
c'est aberrant. Désolé, il fallait que j'entre un peu à... C'est des erreurs qu'il ne faut plus jamais faire. Surtout Bon, que quand on unit ces deux entités-là, là-bas, il n'y a pas de... C'est le chez toi, ou alors on ne connaît pas ça. Oui, et la vous êtes maison, deux entités unies. c'est un local. La maison... C'est très important. Je n'ai pas fini. La maison, c'est un local. Voilà pourquoi on dit la chambre conjugale. Ce n'est pas pour faire les relations sexuelles. Désolé. Parce que quand on dit la chambre conjugale, on voit le mari et la femme qui font l'amour. Non. Dans cette chambre-là, il y a quelque chose. Voilà pourquoi un étranger, même les enfants à un niveau, à un certain âge, ne doivent plus entrer dans la chambre de papa et de maman. Exactement. Parce que cet esprit peut les suivre. Cet esprit peut sortir de la chambre conjugale pour s'évader. C'est très capital à conserver cette histoire. Maintenant, je reviens à votre question qui disait quoi? Oui, je convoquais là la dimension spirituelle. Donc, j'ai posé la question de savoir si, selon toi, le mariage a une transformation spirituelle ou est simplement une union sacrée. Parce que comme tu le disais... Mais je pense que j'ai déjà répondu à cette question C'est sans savoir que c'était ça. C'est une... Elle a convoqué là le patriarcat, une fois de plus. Oui. Et selon moi, je pense que c'est une fois de plus l'héritage de la colonisation. C'est ça, c'est ce que Parce que Kama, justement, était matrilinéaire et sédentariste. Donc, nous avons hérité du patriarcat des autres. Et aujourd'hui, ça nous crée d'énormes problèmes parce que la plupart des cas au tribunal, en dehors du foncier, c'est le divorce. C'est le divorce. Oui, je pense que ce qu'elle a évoqué est très important. Mais il faut malheureusement le mettre dans le cadre du changement des paradigmes de la société africaine. La femme, dans le paradigme qui nous domine, est un sous-homme. Dans le christianisme ou bien le judéo-chrétianisme, la femme est un sous-homme. Puisqu'ils sont allés jusqu'à dire que le Christ est le chef de l'homme. Et l'homme est le chef de la femme. Vous comprenez que c'est même un tiers homme, Donc, parce qu'en fait, et c'est très important, parce qu'en fait, pour moi, c'est ce qu'il faut clairement attaquer, la vision. Dès lors qu'on a une vision selon laquelle Dieu est un être humain, Dieu fait l'amour aux femmes, parce que Dieu a fait l'amour avec Marie pour accoucher Jésus. Marie qui était la femme de Joseph. Non, c'est pas drôle. Dès qu'on a idéalisé cette sorte de divinisation, on ne peut plus avoir l'ordre naturel. Donc, cette divinisation qui a fait de la femme une sous-humanité, évidemment, a construit comment on appelle ça? Elle a construit le patriarcat. Et le patriarcat est une forme de domination. Très bien. Et on vous dit que quand Dieu parle à qui? Dieu ne parle pas, mais on dit que Dieu a parlé. Et Dieu a dit, il ne faut pas douter de ça, il ne faut pas remettre ça en question. C'est un dogme. Dieu a dit que la femme sera sous l'homme. En bas de... Et nous aussi, aujourd'hui, on continue à croire ça. C'est ce qu'il faut déconstruire. Et c'est ça qui produit que lorsque on se marie, vous avez quelqu'un qui vous dit « sors de chez moi ». La femme ne part pas chez vous, elle va construire un nouvel esprit que du reste le mari n'avait pas. Et elle-même n'avait pas. On construit un nouvel esprit qu'il faut garder, qu'il faut protéger, qu'il faut bien. Et c'est ça le sens de cette protection. Donc, c'est une question de... On n'oubliera pas que nos traditions étaient essentiellement matriarcales. C'est-à-dire que c'était matrilinéaire. C'est le sang de la femme qui est considéré dans la fondation de la lignée. Ce n'est pas le sang de l'homme. C'est pour ça que ce qu'on appelle babot, en langue bassa, babot, c'est ceux qui ont créé, ceux qui ont commencé, ceux qui ont initié, les initiateurs de la famille babot.
c'est la famille maternelle. C'est eux qui sont les babottes. C'est pour dire qu'en réalité, la matrilinéarité, je ne sais pas si on dit ce mot, quand elle reviendra en Afrique, à Kémet, elle effacera effectivement les inquiétudes que nous avons aujourd'hui. Donc, la matrie, il faut reconsidérer en fait les valeurs aujourd'hui et savoir que la certitude du sang qui coule dans mes veines, c'est que il y a le sang de ma mère. Nos ancêtres le savaient. La certitude n'est pas avec le sang du père. Ça c'est clair. Et c'est pourquoi justement, pour t'emboîter le pas, il y a certains peuples qui ne donnent pas l'héritage à son fils direct. Parce que sa femme peut porter par exemple les enfants d'un autre homme qui lui a attribué. Voilà. Mais il donne l'héritage à l'enfant de sa sœur. Oui. Parce que ce qui est certain, c'est que c'est le même sang. Oui. De la même, si je prends, c'est la même signification qu'a la tradition de ce qu'on appelle oncle aujourd'hui. C'est-à-dire les frères de la mère. Lorsqu'il y a un problème dans une famille, dans un lignage, la vraie solution, la solution vient toujours de la famille maternelle. La famille paternelle n'est pas toujours celle qui apporte la solution au problème du lignage. Mais la famille maternelle est obligée. D'ailleurs, on dit en langue bassa, ça veut dire que la femme mariée qui repart, la femme qui repart à sa famille, doit rentrer avec le sourire. Elle part avec des pleurs, mais elle doit rentrer avec le sourire. On n'a pas visé la famille paternelle. Pour dire qu'en réalité, la matrilinéarité on doit commencer à envisager le retour de la matrilinéarité en Afrique parce qu'elle est expliquée, parce qu'elle est significative, elle a du sens, contrairement à la patrilinéarité qui est essentiellement coloniale, néocoloniale et dominationniste. Justement, c'est important de le souligner. Chez mon papa à Yabassi, quand on doute une fille, le père de la fille en question n'a absolument rien à dire. Il est là tout simplement comme une image. Les frères du père de la fille ne sont même pas là, mais la personne qui prend la parole, c'est l'oncle maternel. C'est-à-dire, c'est lui qui prend la parole pour ouvrir les palabres. Absolument. Donc, ça confirme justement ce que tu disais. Alors, Sœur Ngo, ici, pourquoi est-ce que les épreuves et les rites avant le mariage sont-ils si importants dans la préparation des époux? Parce que, comme tu le disais tantôt, le mariage aujourd'hui est désacralisé. Le mariage est banalisé. On se rencontre dans la rue, on commence à s'aimer, pam, on se marie. Parfois même, on se rencontre sur les réseaux sociaux. Une personne en Europe, une autre ici, on organise le mariage au point où celui-là se déplace uniquement pour venir se marier. Or, comme on l'a dit d'antan, l'or ne se trouve pas à tout bout de champ. Il faut creuser. Il faut chercher sans être même sûr que là où tu creuses, tu vas trouver cet or. Et une fois que tu trouves, tu te rends compte de l'importance de cet or. Oui, je vais aller un peu plus loin. Pendant ce moment-là, on exigeait la virginité de la femme. Mais pourquoi? Est-ce que c'est parce que le simple acte sexuel? Non. Parce que la fille qui était vierge, son esprit était encore en construction et n'avait pas encore trouvé une autre énergie extérieure. Alors, pendant ce mariage traditionnel, j'insiste là-dessus, c'est là où on tirait les mamans, les initiés, mères de cette fille,
procédait à l'extraction de cet esprit qui grandit dans le sein de la fille déjà puberte, mais qui ne connaît pas encore. Piège. Voilà. Donc on devait extraire cet esprit, le modeler, lui donner des consignes. À travers des conseils, c'est un peu qu'on disait à la fille, quand tu pars en mariage, c'est ton mari qui est comme ça, tu dois entretenir ta maison comme ça. Il y avait, en dehors de ça, il y avait une autre école qu'on ne disait pas, et que c'est la fille seule qui recevait cet enseignement-là. De même, les parents de l'époux, parce que c'était des jeunes personnes, même les parents de l'époux avaient ce travail. Ils faisaient la même chose. Les initiés dans la famille du mari faisaient la même chose avec le garçon. Ça fait que le jour du mariage traditionnel, où on vous verse l'eau ensemble, ça dépend des coutumes. Cet esprit-là est introduit dans le corps de qui? De la femme. Naturellement. En ce moment, le jour qu'on introduit cet esprit, cette espèce de boule qui prépare les deux époux à affronter ce chemin qui n'est pas du tout facile. Et c'est ce noyau-là qui les unit, qui fait qu'ils supportent le mariage. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas trop de divorces. Il y en a même chez nous, on appelle ma bosse. Ma bosse, ça veut dire que vous vous êtes séparés. Mais est-ce que l'esprit qu'on a déjà fabriqué peut se casser? Voilà. C'est là, ça se balade, c'est cet esprit qui façonne des enfants. Quand l'enfant naît, on sait que c'est l'enfant de tel. Voilà pourquoi le nom est très important. Parce que quand on donne le nom à l'enfant, l'esprit qui a été fabriqué pour ce foyer vient donc mettre du jus, de la matière dans l'œuf là. Voilà pourquoi on disait, avant c'est le premier qui héritait, pas l'héritage, pas la richesse. Non. Mais ça, il héritait quoi? Parce que c'était le premier enfantement du couple. Le couple physique, mais encore l'œuf qui a été confectionné par les deux parents. Donc c'était important. Bon, malheureusement aujourd'hui, mais je rends quand même grâce à Dieu parce que chez nous les Bassa, le mariage là revient. Même si les gens sont mariés, aujourd'hui nous partons vers le mariage célébré par les patriarches. C'est-à-dire même s'il y avait une erreur qui a été faite, ils reconstituent les patriarches, c'est-à-dire quand on dit patriarche, c'est les ancêtres qui viennent. Ce qui n'était pas bien, ils arrangent. Ils vous donnent un œuf qui va faire fonctionner votre maison. Donc, raison pour laquelle le mariage traditionnel est très capital. Même si on part se marier chez le mariage civil, là, c'est juste pour protéger le matériel conquis dans par le couple. Pour protéger aussi les enfants qui vont suivre. Mais le vrai mariage, l'entente, l'harmonie, vient du mariage traditionnel, qui est un mariage béni par les ancêtres. Un vrai mariage spirituel. D'accord. Pour ajouter à ça, il faut dire, et pour s'en féliciter, que l'État, lors de la dernière session de l'Assemblée au Cameroun, tu ne peux pas passer à côté. Voilà. Alors, l'État a conforté la position traditionnaliste du mariage. C'est pour appeler les initiés, les Mbombok, à s'approprier cette loi pour que, effectivement, le mariage, non seulement du point institutionnel et légal, soit traditionnel, mais que également, du point de vue rituologique, du point de vue du ritualisme, qu'il revienne encore au mariage traditionnel. C'est l'interpellation également de faire... c'est le lieu d'interpeller également les parents. Et les jeunes filles, gardez votre virginité si vous voulez avoir un bon mariage. Il ne faut pas dire qu'aujourd'hui on est moderne. Quelle est cette modernité qui tue la virginité?
C'est pas peindre rapidement sa virginité n'est en rien un signe de modernité. Au contraire, à mon sens, un peu un signe de sauvagerie. Mais pourquoi les enfants à 13 ans doivent perdre leur virginité? Il faut savoir qu'en gardant votre virginité, mes jeunes dames, vous préservez en réalité quelque chose de fondamental de votre avenir. Voilà, c'est très important de le souligner. Maintenant, par rapport à la préparation, je convoque là une fois de plus la dimension spirituelle. Par rapport à la préparation du mariage, par rapport à la préparation des époux, qui aujourd'hui a complètement disparu. Parce que, comme elle a si bien dit, aujourd'hui, une jeune fille arrive à la maison et dit: maman, j'ai rencontré un gars, il est aimable et tout ça. Le gars de l'autre côté dit également à ses parents: voilà, j'ai rencontré une fille, elle est aimable et tout ça, je pense qu'on peut se marier. Et puis, bam, on ne sait même pas si, effectivement, sur le plan spirituel, comme elle a si bien dit, les esprits concordent pour que vous soyez ensemble pour le restant de votre vie. La préparation du mariage. Oui. Du point de vue traditionnel, il y avait une préparation du mariage. D'abord, je vais vous dire, c'était pas toujours les couples qui se rencontraient pour se marier. Souvent, c'était les parents qui préparaient cette histoire. Les parents rencontrent une fille, pas parce qu'elle a des belles formes, non, mais parce qu'ils connaissent sa famille, parce qu'ils connaissent les origines de sa famille, parce qu'ils connaissent les maladies auxquelles la famille a échappé et qu'elle n'a jamais eu, parce qu'ils connaissent également la probité, y compris spirituelle de cette famille. Parce qu'il y a des familles sorcières. Il y a des familles où on mange les gens, il y a une sorte d'anthropologie, d'anthropophagie nocturne ou spirituelle. Il y a des familles de vampires. Donc il fallait retrouver, quand vous allez, vous découvrez une famille qui n'a pas ces vices, vous voyez une fille, une enfant là-bas, eh bien vous commencez à négocier. Vous dites que je pourrais venir ici, j'ai aussi un enfant qui a tel âge. Et eux aussi s'assurent que vous-même, vous n'êtes pas d'une famille de sorciers ou de vampires. Alors, si vous êtes une famille de vampires, vous dites: oui, notre fille est là, mais attendez. Si vous êtes une bonne famille, dites: oui, pourquoi pas. Et puis, on mettait les enfants ensemble. Et 80% des cas, ces enfants s'aimaient. Mais il y avait déjà une préparation avant. Et après, à la dot. Parce qu'avant, il y a deux étapes. L'étape qu'on appelle aujourd'hui toque-porte, ça existe toujours. Il fallait officialiser l'intention de ce mariage. Et ces moments d'officialisation, c'est un moment rituel. On utilise la cola, on utilise le vin de palme. La symbolique de ces deux éléments existe et a des significations. Et après, il y a la dot. Il ne faut pas la confondre avec la dot européenne ou bien colonialiste. La dot africaine, c'est un ensemble de présents qui mettent ensemble deux familles et qui doivent prouver, attester la capacité de l'homme à protéger non seulement sa femme, son mariage, mais également ses enfants et sa famille, sa seconde famille qui naît avec le mari. Est-ce que cette dot-là n'est pas la contrepartie du fait qui est un élément stabilisateur dans cette famille? Le fait de venir l'enlever de cette famille-là, on doit donner par exemple une dot comme... Je suis radicalement opposé à cette vision, qui est à mon sens une vision colonialiste. D'accord. La femme dans la vision africaine est destinée à participer à la, je ne dis pas procréation parce que ça me paraît insuffisant, non, c'est-à-dire la femme doit être l'auteur au féminin d'une nouvelle lignée. Personne, très peu, acceptait que la femme ne soit pas
à la tête d'une lignée qui est nouvelle. Et pour ça, elle devait se marier. Les femmes qui constituaient les lignées chez les parents étaient spéciales. C'est-à-dire, le père décidait que cette fille n'ira pas à mariage, peut-être parce que j'ai pas d'enfant qui est son génie. Mais c'était pas facile parce que le père lui-même devait se soumettre à un ritualisme fort, quelquefois qu'il emportait, pour dire que ma fille restera dans ma famille. Et cette fille, généralement aussi, faisait une lignée à côté de ses frères. Donc, la dot n'est absolument pas un moment où on va effacer ce devoir. C'est davantage le moment où le mari, la famille du mari, démontre à la famille de la femme et à la femme et à toute la société qu'elle dispose des moyens de protéger. Parce que c'est pas seulement les biens qu'on présente à la famille. On présente le reste de la famille. T'as des biens, mais tout seul, on va lui poser la question. Mais chez Qui est derrière toi? Vous n'avez pas des parents? Il dit non, mon père est mort. Mais et puis quand ton père est mort, tu n'as pas les oncles, tu es personne. Tu viens comme ça tout seul demander notre main. Parce qu'il fallait s'assurer que ces gens sont capables d'assumer la responsabilité du mariage. C'était un signe extérieur. Et cette pratique a encore cours à l'ouest Cameroun aujourd'hui, c'est-à-dire quand un jeune garçon va en ville chercher la vie pendant qu'il y est, n'est-ce pas, ses parents restent justement chercher une fille de bonne famille. Et le moment venu, on va l'appeler pour lui faire savoir que on a trouvé ta femme. Même quand ce dernier allait pour les études, on restait chercher la femme. Maintenant, quand il commençait déjà à exercer, on dit que bon, il est temps pour toi, n'est-ce pas, de te marier. Et on a déjà trouvé. Donc, ce n'était pas comme aujourd'hui. Ils se rencontrent entre eux, ils décident de se marier et en informent les parents qui parfois ne sont pas d'accord. Et puis, il faut souligner la fragilité. Je voulais intervenir là, s'il vous plaît. Je voulais intervenir avant qu'on ne passe sur ce que me disait. Je vais intervenir pour l'histoire de dot. La dot spirituelle. Pourquoi? Quand la femme naît, on enterre son... On enterre, maître, s'il te plaît. On enterre son cordon ombilical dans la concession de son père et de sa mère. On va reprendre ça. Non, je voudrais finir avant que vous nous preniez la parole. Oui, non, j'ai dit que ce que tu viens de dire là, on va reprendre pour qu'on soit certain qu'on nous suive bien. Oh, ok, je disais que je reprends par rapport à la dot. La dot est très importante dans le système négro-africain. C'est pas seulement chez nous ici. Parce que quand la femme naît, quand la fille naît, la petite fille est née, elle avait le cordon ombilical et le placenta. Et on les enterre. On ne les brûle pas comme aujourd'hui, on les brûle dans les hôpitaux. Si jamais on les brûle, bon, ça c'est un autre débat. Donc, ce placenta et ce cordon ombilical qui tombe du nombril du bébé après 5 jours ou 4, ça dépend, enracine cet enfant dans ce village. Tu as dit qu'on les enterre où? Parfois on les enterre derrière la porte, derrière la maison, ou par rapport à pas le placenta, le cordon. Attendons. Le cordon ombilical est enterré derrière la porte et on met souvent, comme chez nous, on met souvent un régiton de bananier. Alors, cet enracinement-là suit l'enfant jusqu'à l'âge adulte. Et les ancêtres reconnaissent que c'est leur enfant. Et quand cette dame, elle devient dame, elle fait des enfants. Ce sont les enfants des ancêtres de la fille. Maintenant, quand tu décides d'aller prendre femme,
Il faut aller négocier avec les ancêtres. C'est-à-dire, quand tu fais la dot, je ne dis pas toque-porte. Toque-porte, ce n'est pas la dot. Une fille peut avoir même 10 hommes qui viennent faire toque-porte. Qui fait toque-porte, c'est rien. Mais la dot, précisément dite, elle est spirituelle. C'est la séparation de l'âme, de l'esprit de la fille qui va aller fonder une autre famille dans un village qui a sollicité d'avoir cette fille comme belle-fille. Ce n'est pas pour rien, c'est eux qui ont amené le nom belle-fille. Même si on est belle, ce n'est pas pour rien. Alors, si la dot n'est pas faite et que la fille quitte pour aller dans le village de son mari, les enfants qui naissent là-bas ne sont pas les enfants de cette famille. Ces enfants sont les enfants du père de la fille. Voilà pourquoi il faut cisailler ce lien pour dire aux ancêtres, on est fiers, prenez vos petits présents là, donnez-nous cette fille, vraiment elle peut venir faire la pérennité de notre espèce. Mais ça ne veut pas dire que la famille est finie. S'il y a problème, on viendra. Voilà pourquoi le jour qu'on libère la fille, c'est très important. C'est le jour là qu'on peut tuer cette fille avec les gens malins. Donc la dot est très importante pour que les enfants que la fille va faire là-bas appartiennent à la famille de son mari. Parce que spirituellement parlant, si tu n'as pas fait le mariage traditionnel avec ta femme, et si il y a des garçons sur le plateau, si vous savez que vous avez votre femme et que vous n'avez pas encore fait la dot traditionnelle, ces enfants ne vous appartiennent pas sur le plan spirituel. Parce que c'est l'esprit. Ce cordon ombilical là, c'est de génération en génération, mais on la coupe. Les ancêtres te disent, ma fille va faire une famille telle que ta mère est venue aussi faire la famille chez nous. Mais là-bas, ça sera aussi une partie de nous. Je voulais ajouter ça pour dire que la dot est très importante pour le bien-être des enfants. Parfois, ces enfants, ils ont un bon niveau, un niveau d'études et tout ça, mais ils ne parviennent pas à trouver du travail. Vous n'êtes pas sûr que parce qu'ils sont encore connectés dans le village de leur maman. Ça, c'est très important. La négociation. Oui, on négocie à tout moment. Voilà pourquoi, avant de finir, voilà pourquoi chez nos frères de l'Ouest Cameroun, l'huile rouge est très très importante dans la dot et le bois. Vous allez me demander pourquoi je ne dirai pas pour l'instant. Continuez. Alors, pour apporter un nouvel éclairage sur la notion de divorce. Quand ceci a été fait, le divorce chez nous, à notre langue, ma bosse. Ma bosse, il faut savoir ce que ça veut dire. Quand une porte est fermée à clé et que vous n'avez pas de clé pour l'ouvrir, on bosse la porte. On force le cadenas à s'ouvrir. C'est pour vous dire comment c'est difficile d'arriver à ma bosse au divorce. Parce que quand tout ceci a été fait, comment vous faites pour ramener le mabos est presque toujours impossible, comme une porte bien scellée est difficile ou est impossible à casser. C'est pour vous dire ce que signifie le divorce dans l'Afrique traditionnelle. Lorsque les traditions, les rites de ce genre ont été faits, il est très très difficile d'y revenir. Bon, maintenant, ok, continue, parce que je voulais approfondir, le temps nous fait... Oui, justement, le temps passe... Nous sommes beaucoup restés sur le mariage physique, mais très important, c'est la base. Voilà, justement. Maintenant, tu dis également dans le livre que être célibataire est perçu comme une incomplétude. Mais au même moment, tu dis qu'on peut se marier avec soi-même. Donc maintenant, si on se marie avec soi-même et qu'on est épanoui, est-ce que être célibataire encore devient une incomplétude? Non, ça c'est un autre aspect. Ça c'est l'aspect physique.
avec soi-même. On revient à peu près à ce qu'on avait dit l'autre jour. C'est-à-dire, nous avons nos corps qui sont internes. Il faut se marier avec ces corps-là. Quand on est déjà marié, on devient un. Même si c'est comment on devient un. Si l'un dit telle chose, l'autre est d'accord. Parce que vous êtes interconnectés. Donc il faut une interconnexion avec soi-même. Et ça va donner un autre être que nous serons étonnés de découvrir. C'est-à-dire quand je dis nous, la personne, ça, il s'agit d'une personne qui se marie. Nous sommes quittés dans le mariage physique, bien qu'on a un peu amorcé l'aspect spirituel. Maintenant, il s'agit de grandir soi-même en tant qu'être qui est appelé à apprendre. Et apprendre de lui-même. Et comment apprendre? Faire des erreurs, les corriger, sans toutefois avoir la vie d'une personne externe que celle qui est en soi. C'est le mariage. C'est quand on dit tu quitteras ton père et ta mère et suivras ton poids là. Il s'attachera à une femme. Il s'agit là du mariage spirituel d'une et unique personne. C'est-à-dire ta conscience et ton conscient s'entendent, sont connectés. Parce que quand le subconscient a quelque chose, il communique directement à la conscience. Si on résume, les deux se communiquent parce qu'ils ne s'entendent pas toujours. Il faut un travail interne pour que les deux se comprennent. Bon, c'est ça, il y a l'orgueil partout. Chacun se suffit. Mais il faut casser cet orgueil-là entre le conscient et le subconscient. C'est ça le mariage spirituel de la personne. Et quand tu es déjà marié à toi-même, tu es épanoui. Tu es inspiré. Tu es ouvert à l'univers. Parce que tu es marié. Mais si tu ne te maries pas, les esprits vont venir bousculer ton soi subconscient et se positionner et commencent à te donner des faux messages, des fausses inspirations. Ça commence à t'envoyer dans des lieux où tu n'auras que des soucis. C'est ce mariage que je parle là. D'accord. Nous nous acheminons inexorablement vers la fin de cette émission. Il est difficile, n'est-ce pas, de circonscrire une thématique comme celle-ci véritablement en une petite heure. Mais nous allons justement faire cet effort-là. Alors, maître, est-ce qu'il est possible que le mariage entraîne des changements visibles justement dans la vie de ces individus? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un des conjoints peut ne pas avoir une certaine chance sur le plan social, pour utiliser l'étymologie des autres, et que cette union consentie des deux familles et des deux conjoints fasse en sorte qu'il y ait des changements visibles et probants dans la vie. Absolument. La dimension spirituelle qu'elle a indiquée dans cet ouvrage du mariage, c'est justement pour que l'Afrique ne va pas se réveiller sans force. Et la force va provenir en particulier du mariage. De quel mariage? Du mariage qui transforme l'humain. Du mariage qui transforme l'époux. Parce que le célibataire dans la religion africaine n'a pas toute la capacité, et c'est ça son incomplétude. Le célibataire n'a pas toutes les capacités d'agir, de transformer son environnement par lui-même et tout seul. Et la femme arrive chargée. C'est pour ça qu'on souhaite qu'elle soit vierge, qu'elle soit bénie par ses parents, et qu'elle soit bénie par le ritualisme qui la connecte à ses ancêtres, pour que sa charge énergisante et énergétique apporte à l'homme toute la plénitude dont il a besoin pour se changer et se transformer socialement. La femme forme l'homme. Dans le ritualisme africain, c'est la femme qui assoit l'homme. L'homme sans la femme est un être debout.
c'est la femme qui doit prendre l'homme et le poser sur une chaise pour que cet homme puisse effectivement et la protéger et protéger sa famille et protéger sa société. Et la garder. Et la garder. D'où l'adage, derrière un grand homme se cache une grande femme. Si les grands hommes, c'est parce qu'en amont, la femme fait ce travail-là qui permet à l'homme. Moi, je ne suis pas d'accord. Dans le changement dont vous Maître, parlez, à côté d'un grand homme se place une grande femme. voilà, c'est que Pas derrière. J'allais dire ça. Je ne suis pas d'accord avec la Ah oui, tâche. pas derrière, parce que derrière, Oui. c'est toujours mettre la femme en second rôle. La femme met l'homme sur le siège et elle est à côté. Elle est à la gauche de l'homme en fait. Et l'homme est à sa droite. Et c'est elle-même qui la place. C'est une question physique, mais c'est surtout une question spirituelle. Et cette femme-là est une femme du changement. C'est une femme qui transforme la société. Et la société africaine que nous voulons transformer doit être faite de ces femmes-là. Mais pour que ces femmes-là existent à nouveau, il faut qu'elles sachent ce dont elles sont capables de faire. Et ça m'amène à vous dire quelque chose que je pensais qu'elle allait dire. La relation sexuelle est un rite. Je devais en sortir par là. Voilà. La relation sexuelle, ce n'est pas Du simple. et le mariage sont capables de transformer un être humain. Vous pouvez avoir épousé quelqu'un qui était amorphe, peureux, vous le rendez un homme dynamique, puissant. C'est pareil pour vos enfants. Vous pouvez rendre vos enfants intelligents et plus chanceux, pour utiliser ces termes-là. Comme votre mari. S'il n'avait pas de chance, par votre mariage, il est chance. Alors, pensez-vous qu'une personne qui vous a transformé comme ça, vous n'aviez pas de chance. Maintenant, vous avez la chance. Et une fois que tu as la chance, tu as assez, tu dis, sors de ma maison. Sors de ma maison. D'accord. La relation, tu voulais aborder la relation. Oui, puisque le temps nous tient à la gorge. Oui, j'amorce juste pour dire que l'acte sexuel des époux, c'est un rituel qu'il faudrait qu'on apprenne aux Africains comment ça doit se passer, ou alors comment ça devrait se passer. Allons-y. Comment ça devrait se passer, parce qu'il y a toute une école. Parce que ce n'est pas le jeu. Et c'est à travers cet acte que la femme transmet à l'homme les énergies capables de faire fonctionner ses affaires dehors, ses activités, sa chance, même si l'homme part dehors et prend, comme vous êtes, croiser une femme, croiser une femme là-bas qui peut-être est basse. Dès que l'homme rentre à la maison, la femme relève le niveau vibratoire de son mari. C'est à travers l'acte sexuel, mais c'est toute une école que peut-être j'aimerais qu'on fasse une émission là-dessus. Et c'est sur ça que je voulais dire. Aujourd'hui, on a trop parlé de ce mariage, mais on doit aussi savoir que la vie en elle-même, c'est le mariage. Le bien, sa femme, c'est le mal. La nuit, sa femme, c'est le jour. Le bien, sa femme, c'est le quoi, tout ça là. Comme on a parlé du courant. Le neutre, sa femme, c'est la phase. C'est ça, la vie, la base de la vie, de toute une vie sur terre, c'est le mariage. On va faire une émission là-dessus, peut-être la semaine prochaine, si les conditions sont réunies, justement sur la gestion de la sexualité. Parce que les jeunes aujourd'hui, les jeunes garçons aujourd'hui, comptent le nombre de jeunes filles qui passent sur leur lit comme le nombre de bières qu'ils ingurgitent. C'est pas seulement les jeunes, même les adultes. Oui, même les adultes, ça sera l'occasion, n'est-ce pas? Et c'est notre mission de donner ce conseil-là à toute cette jeunesse Kamit là, pour que véritablement, parce que ça contribue également
à noircir, n'est-ce pas, l'esprit et l'âme, et empêcher une certaine élévation. Oui, oui. Les questions d'infidélité, voilà. les questions d'abord sexuelles, vous savez, aujourd'hui, c'est quelque chose de terrible. On identifie les êtres humains par leur sexe. Ils sont bi, ils sont homo, ils sont machin. C'est-à-dire, on vous identifie par le sexe. Et personne ne voit en fait la gravité de cette histoire. Être identifié par sa pratique sexuelle. Mais je ne sais pas s'ils ne voient pas que la décadence... Mais ils le font exprès. Voilà. Ils ont créé Ils ont créé, excusez-moi de vous couper, ils ont créé une nouvelle être, un nouvel être, que parce que la nature a créé l'homme et la femme. Maintenant, il faut créer de nouvelles êtres qui vont perdre le monde. Ni homme ni femme. Celui-là va donner quoi à qui? Bon. Voilà, pour sortir définitivement de l'émission, quelles sont les conséquences du non-respect du processus du mariage? Parce que, parlant de d'autres justement, parce qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui ont des femmes chez eux, ils n'ont pas doté, mais ils ont même déjà fait le mariage civil. Et les enfants, des enfants. In fine, quelles peuvent être des conséquences? Les enfants vont payer le prix très lourd pour répondre directement, parce que les parents sont appelés à partir. Mais les enfants qui restent, ils vont payer. Mais ces innocents qui n'ont pas appelé à naître... Oui, mais c'est la loi de la nature. Qu'est-ce que vous voulez? Raison pour laquelle on doit rentrer dans nos traditions pour apprendre. Une nouvelle école est appelée l'école africaine, est appelée à redresser le monde. Maître, pour finir. Oui, évidemment, ne pas avoir doté, il faut d'abord leur donner quand même un espoir. Il y a une possibilité de réparation. Ils peuvent refaire le dot de diverses manières. D'accord. Je ne sais pas, les gens qui meurent dans cette famille, vous intervenez, vous payez des cercueils, vous participez aux événements, etc. etc. Si les parents ne sont plus là, vous n'abandonnez pas la famille maternelle. Vous pouvez réparer cela. C'est également à travers quelques rituels aussi. On peut le faire. Mais il faut surtout sortir de l'idée que moi je ne fais pas cette sauvagité, je n'achète pas la femme. Parce qu'on m'a expliqué ici que la dot, ce n'est pas l'achat de la femme. La dot, c'est une activité spirituelle, c'est un rituel spirituel qui participe à former la féminité nécessaire à la complétude du mariage. D'accord. Merci beaucoup, Ngor, ici. Merci. Puisque le temps nous court, bon, je ne peux plus rien dire, mais je vais quand même amorcer pour dire que si la dot dépasse ce que les ancêtres ont dit, il n'y a plus d'esprit là. Oui. Ah, d'accord. C'est-à-dire si la dot est exagérée, il y aura l'esprit qui va venir là, c'est un esprit pour détruire les mariages. Naturellement. Il faut aussi le savoir. Ça, merci. Merci d'être venu une fois de plus ce matin, maître. Merci. Merci. Et que nous plaise à notre contribution de sa politique de diffusion de nos idées, de nos projets, de nos initiatives. C'est pour ça que je vous dis aussi merci et à toute l'équipe qui est derrière. D'accord. En explorant le mariage dans notre tradition, nous avons compris qu'il dépasse la simple union sociale. C'est un engagement spirituel profond, un acte de protection, de complémentarité et de transformation intérieure. À travers les rites et les épreuves, le mariage devient un chemin initiatique qui façonne l'individu et l'unité du couple. Ce n'est pas seulement un contrat, mais une clé pour l'épanouissement personnel et collectif, un reflet de l'harmonie universelle. Le mariage nous rappelle que tout dans l'univers trouve sa place dans l'union sacrée. Que cette réflexion nous inspire à vivre l'amour et l'unité dans nos vies quotidiennes. Madame, Messieurs, retour aux sources africaines ou ancestrales, stop et français. C'est un plaisir une fois de plus de vous servir ce matin. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Restez en compagnie des programmes de Kemet Télévision qui se poursuivent.
aux têtes de notre civilisation. Chaque samedi, de 10h à 11h, rejoignez Maître Nouga, notre éclaireur des temps anciens, promoteur du centre culturel Bombabok, accompagné d'experts comme Go Insi et bien d'autres gardiens du savoir. Plongez dans l'histoire, la philosophie, l'anthropologie, la médecine, la physique, la culture et même les mathématiques. Revisitez le passé pour comprendre le présent et bâtir l'avenir. Aux sources africaines, c'est la voix de nos ancêtres qui résonne, la sagesse de nos traditions qui renaît. Parce que notre identité se trouve dans nos racines. Soyez prêts à recevoir la lumière de notre héritage. Aux sources africaines, chaque samedi, de 10h à 11h, seulement sur Kemet Télévision. Kemet Télévision.